Roland Emmerich, vous savez qui c'est. Un cinéaste dont le style est assez justement qualifié de bourrin, de gras et de très américain. Un cinéaste qui met en scène des grosses fusillades, des grosses explosions, des gros tsunamis, bref, des gros trucs, quoi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est toujours resté fidèle à ses principes. Quand à 25 ans, il finit ses études à Munich, il a, comme tous les étudiants, un film à réaliser pour valider ses études. C'est le moment où la plupart d'entre nous ouvrons un Kickstarter pour demander à notre oncle de mettre 15 € et pour réaliser notre court-métrage de 20 minutes sur une famille malade qui se déchire au fin fond des Alpes. Roland Emmerich, lui, il va réaliser le film de fin d'études le plus cher de l'histoire d'Allemagne, un film qui a un budget de près de 800 000 putains d'euros, un film de science-fiction qui est franchement pas mal d'ailleurs, qui s'appelle Le Principe de l'Arche de Noé. 800 000 balles pour un film de fin d'études. Le mec a réussi à attirer autour de lui des financeurs, des producteurs, des distributeurs pour son film de fin d'études, quoi. Et c'est un film au concept qui annoncerait presque le jour d'après, puisque ça parle d'une arme de destruction massive capable de contrôler la météo à n'importe quel endroit sur Terre, et donc de créer des tsunamis, des séismes. Bref, l'ami Roland se fait remarquer très vite du coup et fonce à Hollywood pour nous bombarder de gros blockbusters. Des blockbusters à la qualité très discutable, hein. Moi par exemple, je suis encore resté traumatisé par son Godzilla qui... Oh, vraiment, en fait, non, je vais pas parler de Godzilla. Mais bon, bref, en 2000, Emmerich décide d'adapter un bouquin qui s'appelle The Coming Global Superstorm, qui parle du dérèglement climatique. Et c'est de ce bouquin que sera né le jour d'après. Le tournage sera extrêmement long, il va s'étaler sur près d'1 an au Canada, de novembre 2022 à octobre 2023. C'est une durée assez dingue, et le budget l'est tout autant, 125 millions de $, c'est vraiment beaucoup à l'époque. Et après un passage à la post-prod bien nécessaire et plutôt long, puisque le film ruisselle de plans à effets spéciaux et de scènes de destruction gigantesques, le film va sortir en mai 2004 et va, pas forcément être hyper bien reçu. La plupart des critiques soulignant, bon, certes, son côté spectaculaire, son côté grand spectacle, son côté très blockbuster qui fonctionne, il y a des effets spéciaux assez ouf, mais on va aussi soulever, aussi le fait que ce film soit profondément, débile, quoi. Bon, par contre, le succès il va être là, avec plus de 500 millions au box-office, le jour d'après a fait du bruit, et actuellement, l'un des premiers exemples qui vient en tête quand on parle de films catastrophes américains bien gras. Et c'est tellement l'archétype d'un cinéma écrit avec les pieds, qui suit tous les clichés et tous les codes, et qui n'a pour lui que des effets spéciaux spectaculaires, mais que ça donne plutôt envie de découvrir des vrais, bons, grands films catastrophes. Après, attention, je parle mal du jour d'après, quand tu regardes 2012, le jour d'après, c'est un putain de chef-d'œuvre. Après, l'ami Emmerich, bon, c'est peut-être pas le réal du siècle, mais il a des références, il a vraiment des bons films références, et certaines de ces références sont des grands films catastrophes. Satellite readings are showing a temperature drop of 10 degrees per second. Ces références, on va en parler dans cette vidéo, des films très grands spectacles, des films très bien rythmés, qui parviennent à éviter le côté un peu turbo-débilos du jour d'après, qui restent ultra spectaculaires sans être non plus hyper lourds, c'est les mêmes, en mieux. Et on va commencer très fort avec un des films de chevet de Roland Emmerich. Un grand classique des films catastrophes, une sorte de blockbuster avant l'heure avec de la grosse destruction et un énorme casting, ce film s'appelle Tremblement de terre. Alors on va suivre Charlton Heston, qui est un ingénieur de Los Angeles, qui vient de se séparer de Ava Gardner, au même moment où un léger tremblement de terre se produit dans la ville. Bon, c'est quelques secousses, c'est rien de grave, mais le truc c'est que ces quelques secousses vont être suivies d'une escalade jusqu'à une catastrophe naturelle d'une violence incroyable. On est sur une construction assez classique, une première partie sur l'annonce de la catastrophe, une deuxième partie sur la catastrophe qui se déroule en temps réel devant nous, et une troisième partie sur l'après-catastrophe, comment les gens s'organisent, etc. Et c'est un film qui a vraiment beaucoup de qualité.
Tout d'abord, son rythme. Le film dure un peu moins de 2 heures, mais il met en place un suspense haletant qui va pas nous lâcher, qui est largement mieux écrit que les 1000 blockbusters catastrophes de ces dernières années. Et les dialogues sont cohérents, les personnages sont intéressants, et surtout, toute l'intrigue sait se diversifier, en se contentant pas de nous montrer un énorme séisme, mais plutôt ses conséquences. Ce qui donne au film une variété d'actions et de situations assez cool, hein. C'est pas juste tout explose, les gens se réunissent, ils sont solidaires, non, en fait là c'est vraiment beaucoup plus nuancé que ça. Il y a beaucoup de bonnes idées, ça reprend aussi quelques codes du film d'horreur, et moi je trouve ça assez bien trouvé, et c'est servi par une superbe musique de John Williams, un film assez immersif qui nous plonge vraiment en plein cœur de la catastrophe. C'est un peu le problème des films comme 2012, hein. Il y a des milliards de morts, mais on s'en fout complètement, puisqu'en fait on ne ressent pas les enjeux, on voit juste un tsunami virtuel qui écrase des figurants par millions. Ici, je trouve que c'est bien plus crispant parce qu'on prend bien le temps de poser ses personnages, de poser ses enjeux, de voir à quel point un tremblement de terre pourrait tout changer, et par contre, quand ça pète fort. Hein. On a des milliers de morts filmés très visuellement, on est face à du grand spectacle, il y a une séquence qui dure longtemps, hein. Le séisme en lui-même, il dure presque un quart d'heure. Et sans surprise, ce séisme, c'est la grosse séquence du film. Mais le truc, c'est que même après le séisme, ça continue. En fait, le film prend un virage que je trouve très sympa, un virage qui le fait même passer presque d'un statut film post-apocalyptique, où chaque personnage semble être presque un fantôme qui déambule dans un Los Angeles dévasté en essayant de survivre tant bien que mal. Visuellement, ces séquences, elles sont très fortes et ça pose une ambiance vraiment morbide. Donc voilà, Tremblement de terre, il réussit à peu près tout ce qu'il entreprend et c'est vraiment un grand spectacle au sens noble du terme. Il est bien écrit, il est bien pensé, il est spectaculaire et surtout, il nous prend pas pour des cons, donc vraiment, vous pouvez foncer sur ce film. Ok, si je vous dis le jour d'après, beaucoup d'entre vous vont penser à la séquence du tsunami. C'est globalement de toute façon ce qui me marque dans ce film. Et pour le deuxième film, laissez-moi vous parler d'un film norvégien qui s'appelle The Wave, qui parle lui aussi d'un tsunami et qui a un angle assez particulier. Déjà parce qu'il est basé sur une histoire vraie. Il y a presque un siècle, des flancs de montagne se sont effondrés dans la mer en Norvège. Résultat, un énorme tsunami qui a fait de nombreuses victimes. Et ça, c'est l'idée que va reprendre le film. Il y a un tsunami qui menace de ravager la Norvège, et un géologue qui va tâcher d'alerter tout le monde avant qu'il ne soit trop tard. Et vous allez voir, c'est un film qui parvient à se différencier du traitement souvent ultra américanisé de ce genre de film. Déjà par le réalisme de la situation et par ce qui se passe en termes d'action dans le scénario et dans le film. Tout est assez éloigné des exagérations dont est capable Emmerich dans Le jour d'après ou avec son tsunami plus haut que l'Everest dans 2012. Ici non, la catastrophe elle arrive très vite, on peut rien y faire et le film va prendre un aspect quasi documentaire avec des personnages attachants, des personnages qui ne peuvent que subir et tâcher de limiter les dégâts. Et on est face à un film que je trouve mais vraiment bien réalisé, qui prend le temps de poser son ambiance, qui est bien aidé par des décors naturels magnifiques de la Norvège et qui expérimente, qui tente des cadres audacieux, qui a des éclairages assez marqués, qui a un montage frénétique. Franchement, ça se regarde très facilement et c'est plutôt bien photographié. Et ça fait du bien de voir un peu d'originalité et de voir un rythme, une ambiance, un montage un peu différent dans un genre qui est à ce point codifié. The Wave fonctionne, il a une écriture largement au-dessus de la moyenne, il a des effets spéciaux qui sont plus que convaincants, et son angle d'approche, ce côté survival puisque la catastrophe est inévitable, fait qu'on est vraiment pris dans la tempête. Si vous voulez sortir un peu de l'omniprésence très américaine du film catastrophe, je peux que vous conseiller The Wave, qui a l'intelligence de rester à l'échelle humaine et qui du coup est bien plus puissant, bien plus saisissant que tous les PNJ qui se font buter dans 2012 ou dans Le jour d'après. Pappa, vad är det som sker?
Ok, maintenant les amis, j'ai envie de vous parler de deux films qui traitent du film catastrophe de manière un peu différente. Deux visions que je trouve très intéressantes, entre une vision qui est très réaliste et une vision mais qui n'a rien à voir avec la moindre notion de réalisme. Commençons par le premier film, qui est un film quasi documentaire sur la fin d'un monde. Ce film est réalisé par Wolfgang Petersen avec George Clooney. Ce film s'appelle En pleine tempête. En pleine tempête nous raconte la lutte pour la survie d'un groupe de pêcheurs qui est pris dans la plus grande tempête du siècle, avec des vagues de 20 mètres et une ambiance oppressante du début à la fin. Et dans ce film se trouve un parti pris intéressant puisque, comme je l'ai dit, on est sur une écriture et sur un traitement quasi documentaire, à la fois de la vie des pêcheurs et de la catastrophe. Notamment dans sa première partie, on va filmer la vie des pêcheurs, on va filmer leurs difficultés, on va poser une ambiance, une atmosphère, qui fait qu'en fait chaque personnage va vraiment prendre le temps de grandir dans notre esprit avant d'être confronté à une énorme catastrophe. Et là, soudain, les séquences spectaculaires s'enchaînent et durant toute la deuxième partie, ça va être irrespirable. Toujours en restant en hauteur d'homme, Wolfgang Petersen va nous lâcher du grand spectacle. Des séquences extrêmement brutes, parfois complètement impitoyables même, sur une tempête qui est tellement violente qu'elle tranche un petit peu avec le réalisme de la première partie, mais dans le traitement de ces personnages comme dans la façon dont les éléments et la catastrophe nous arrivent en pleine tronche, là-dessus ça fonctionne hyper bien et ça reste à voir. Surtout que, on va pas se mentir, ça se regarde assez bien, c'est un film qui dure pas longtemps et c'est un film qui est efficace du début à la fin. Et j'avais aussi envie de vous parler d'un film un petit peu gogol. Alors là, on est très loin de l'aspect quasi documentaire, hein, mais c'est un film sur lequel j'ai une affection toute particulière. Un film qui s'appelle Quand la Terre s'entr'ouvrira et qui nous raconte comment un scientifique à la recherche d'une nouvelle source d'énergie va balancer sans pression une bombe atomique dans le centre de la Terre, ce qui, disons-le, est complètement con, et menace de faire exploser la Terre de l'intérieur. On est sur le film catastrophe classique des années 60 à Hollywood, avec des décors en carton-pâte qui ont un certain charme que n'ont clairement pas les images de synthèse. Un film qui part d'un postulat de base complètement con pour nous lâcher des séquences de tremblements de terre, avec des séquences où la terre s'entrouvre complètement, ce qui je pense est scientifiquement impossible. Au moins ici ça va à l'essentiel, on sait que ça va être un divertissement un peu neuneux, et je voulais quand même mentionner ce film parce que je l'ai vu pour cette chronique et j'ai trouvé ça, alors bon, complètement con, mais avec ce charme désuet et assez spectaculaire lors de ces scènes de destruction. C'est un film que j'aime bien, c'est un film que j'aime bien et je voulais l'évoquer avec vous. Ok, vous connaissez le principe, c'est encore une fois vous qui choisissez le film dont on va parler dans la prochaine vidéo. John Wick a perdu de très peu, je vais donc le reproposer encore. Donc je vous propose John Wick en mieux ou Hellraiser en moins bien. Merci pour la force que vous me donnez, chaque commentaire les gars, chaque commentaire, chaque partage me fait tellement de bien, vous avez même pas idée. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Je vous dis salut à tous, à très bientôt, ciao, bisous.